Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée en Terra Incognita. On entame la troisième semaine, c'est on va dire le rush final, la dernière ligne droite pour certains. Ce n'est qu'un départ pour d'autres. Je trouve ça assez fantastique en tout cas cette expérience que nous avons pu mener tous ensemble. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'avais envie de prendre vos questions qu'on a reçues dans la boîte de réception pour éponger un petit peu tout ce stock de questions qu'on peut avoir. Questions qui sont toujours des multiples façons d'observer la chose, de considérer la chose. Le message à la base, il est très clair. Il faut donner au corps les conditions propres pour sa régénération. Les conditions propres, on les connaît. Alors on les connaît en fonction du stade à laquelle est chaque personne. Et ça, c'est vraiment le raffinement du discours que j'apporte de plus en plus. C'est de savoir qu'en fonction du stade dans lequel finalement la personne va débuter, il va y avoir des préalables à mettre en place de manière à permettre ensuite qu'on arrive au fonctionnement normal de l'organisme. Et que parfois, ces phases-là, elles vont passer par des phases un petit peu paradoxales. C'est comme ça que je disais, voilà, une personne qui a les intestins ultra enflammés, c'est pas la peine de lui parler de légumes crus. C'est pas la peine. Il vaudra mieux qu'elle les prenne en jus ou cuit. Enfin, en jus pour le contenu nutritionnel et en cuit pour le contenu en macronutriments, on va dire glucides, lipides, protides, et en cru et en jus, uniquement pour le contenu en micronutriments. Et que l'un et l'autre vont s'équilibrer. Et qu'il n'est pas question d'aller vers des légumes crus. Alors que les légumes crus sont physiologiquement adaptés à l'humain. Sauf qu'ils sont physiologiquement adaptés à un humain qui fonctionne de manière optimale. Et avant ça, il y a des stades, des adaptations. Et c'est à chacun de doser finalement. Et le but de toutes ces vidéos, c'est de permettre à chacun de s'étalonner, de savoir où il en est, et sachant où il en est, sachant comment il s'est étalonné, d'arriver finalement à prendre le train en marche au bon moment. C'est ça la priorité de ces vidéos, l'autonomisation. C'est-à-dire que chacun redevienne capable de s'auto-évaluer, de savoir où il en est, de faire une proposition, d'essayer, d'avoir une capacité au retour sur évaluation de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire qu'il a dit voilà, j'ai fait tel choix sur le plan alimentaire, sur le plan du mode de vie, voilà ce que ça m'a donné, ok, je comprends ce qui s'est passé, alors je vais corriger comme ça de manière à arriver toujours à la même chose, c'est aller bien. Parce qu'une fois qu'on va bien physiquement, il est temps de passer à autre chose. Parce que le bien-être, qui est devenu une espèce d'industrie, ça devrait être le cadet de nos soucis. Ça devrait vraiment être quelque chose dont on se débarrasse, mais à toute vitesse. Simplement, on pourrait s'en débarrasser si, dès l'enfance, non seulement on nous avait donné un capital suffisant, et surtout les connaissances pour faire fructifier ce capital. Or, le capital qu'on donne à nos enfants à la naissance, il est de pire en pire, il est de plus en plus dilapidé, et qui plus est, on ne nous donne aucune connaissance pour faire fructifier ce capital. On ne nous donne aucune connaissance, on nous donne l'habitude. On nous donne les traditions, on nous donne notre culture, la culture familiale, la culture du pays. Puis on a toujours fait comme ça. Ok, on a toujours fait comme ça. Ouais, mais regarde où on en est. Regarde où on en est maintenant. Donc il y a peut-être une raison de chercher à aller un petit peu différemment, parce qu'on ne peut pas être globalement satisfait de voir des enfants leucémiques à 4 ans, de voir des enfants en masse qui ont des problèmes de dyspraxie, de dyslexie, d'autisme, défaut de prononciation, qui ont de l'hyperactivité. On ne peut pas se satisfaire de voir des gens développer des cancers en masse à partir de l'âge de 20 ans, et j'en passe, et les meilleurs, et les maladies neurodégénératives qui abondent actuellement. Donc ça, on ne peut pas. On peut pas, il faut vraiment considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le but, c'est de s'en débarrasser. C'est-à-dire arrêter de penser à tout ça. Sauf que pour arrêter à penser à tout ça, il faut avoir des cadres clairs. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de donner des cadres clairs, de permettre à chacun de développer cette compréhension, cette autonomisation, cette responsabilisation vraiment. Et c'est pour ça que quand en bas du site, là, il y a marqué chacun est responsable de ses choix, c'est pas une façon de démissionner, c'est la réalité, c'est mon but premier, rendre chacun responsable de ses choix. Et dans ce cas-là, il n'y a pas moyen d'aller dire lui il m'a dit de faire ceci, lui il m'a dit de faire cela. Ouais, mais si tu as suivi ce que tu as dit l'un ou l'autre, il y a un problème, quoi. Il y a un problème parce que lui, c'est son expérience à lui. Parce que ce qu'il dit peut être vrai, sauf que le moyen de l'adapter à qui tu es, dans ton contexte à toi, il va y avoir des modifications à faire. Ok, alors on part tout de suite. Alors Michel me demande quel est le mécanisme de l'ulcère d'estomac.
En écoutant, alors, quel est le mécanisme de l'ulcère d'estomac? Alors, l'ulcère d'estomac, dans l'estomac, on a une production d'un acide qu'on appelle l'acide chlorhydrique, qui est là pour digérer les grandes chaînes de protéines, pour digérer aussi les celluloses complexes qu'on peut trouver dans certains légumes, pour digérer les choses complexes. Le problème, c'est que cet acide chlorhydrique, il est très très agressif. Le pH de l'estomac est extrêmement bas, il est de l'ordre de 3 et quelques, si je ne me trompe pas, donc extrêmement corrosif. Et l'estomac, il a lui-même des parois, et il s'agit que ces parois, elles puissent ne pas être rongées par l'acide, sinon il y a un problème. Et pour cela, il y a énormément de minéraux qui sont présents aux abords de la paroi, le sodium en particulier, qui sont là pour neutraliser l'acide chlorhydrique. Quand est-ce qu'il y a ulcère? Il y a ulcère quand il y a déminéralisation de la paroi de l'estomac. Ce qu'il faut bien comprendre, en matière de déminéralisation, quand on pense déminéralisation, tout de suite on pense les os cassants, les dents qui vont être abîmées, qui vont être transparentes. J'ai vu des gens avec des dents transparentes, les cheveux qui vont être fins, cassants, secs. On pense ça en termes de déminéralisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une nécessité de minéraux dans une zone du corps, c'est tous les organes adjacents, tous les tissus adjacents qui vont être pompés. Parce que les minéraux, ce n'est pas simplement les minéraux qui sont figés dans les ongles, dans les os, dans les dents ou dans les cheveux. Ce sont les minéraux qui constituent tous les tissus. Le tissu conjonctif, qui constitue tous nos organes, qui constitue toutes nos membranes à l'échelle du corps, tout ce tissu-là est issu d'une trame minérale. Ce sont les minéraux qui donnent réellement le liant. Nous sommes des êtres de minéralité. Et donc, quand il y a de la déminéralisation parce qu'il y a une accumulation acide ou toxique dans une zone, c'est littéralement tous les organes adjacents qui vont être pompés. Et donc là, les parois de l'estomac, alors il y a plusieurs choses. D'abord, trop de consommation de produits animaux ou de produits complexes qui vont amener à trop de production d'acide chlorhydrique et qui vont venir épuiser les stocks de sodium, et deuxièmement, déminéralisation globale de l'organisme, en particulier en sodium biodisponible, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à consommer du chlorure de sodium avec un sodium qui est très peu biodisponible, en tout cas qui demande un énorme effort métabolique au corps pour pouvoir en tirer quelque chose. Ça, ce sont des travaux là, sur lesquels je travaille actuellement qui sont assez intéressants, qui montrent que finalement, les minéraux inorganiques, dits inorganiques, c'est-à-dire transformés par la cuisson ou transformés par la synthèse, pourraient être assimilables par le corps humain, mais à condition qu'ils aient subi une énorme transformation. Et encore, ils ne seraient que partiellement assimilables. Énorme transformation qui demande un coût métabolique, un coût énergétique au corps très important. Quand le corps est fatigué, il ne le fait pas. Et de toute façon, c'est la voie la moins directe pour se fournir en minéraux. Les minéraux, pour l'être humain, ils sont issus du règne végétal, les fruits et les légumes apportent des minéraux en surabondance, des minéraux sous forme colloïdale, c'est-à-dire qu'ils ont toute la charge électromagnétique qui permet à l'humain de les utiliser pour se reconstruire des tissus. Du sodium sous forme biodisponible, on va en trouver dans tous les légumes verts, en particulier le céleri branche. On va en trouver aussi dans l'eau de mer, si tant est qu'elle ait encore du microplancton à l'intérieur, parce que c'est le microplancton qui consomme le sel qui est sous forme de sel minéral et le transforme en matériau organique. En écoutant les vidéos, donc quel est le mécanisme de l'ulcère de l'estomac? C'est déplétion des réserves de sodium, il faut re-remplir. En écoutant les vidéos, j'ai compris, re-remplir, pardon, excuse-moi, je m'arrête, re-remplir et cesser de consommer pendant un temps des aliments qui sont très impactants sur la production d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire arrêter les produits animaux, arrêter les fibres complexes, aller vraiment vers une alimentation très très facile à digérer et qui demande très peu d'acide chlorhydrique, et à ce moment-là, tu vas réparer. En écoutant les vidéos, j'ai compris le rôle des amygdales que je n'ai plus car mon père nous avait fait hospitaliser. Rien qu'en écrivant, je ressens l'odeur du masque vert pour m'endormir. Comment nettoyer mes sinus et sphères ORL maintenant? J'ai 55 ans. J'ai été opéré de l'appendice à 7 ans. Comment pallier aujourd'hui avec Régénère? De toute façon, c'est bien simple. Que ce soit l'appendice ou les amygdales, ce sont des ganglions. Les ganglions, ils sont là pour être des petites stations de traitement, on va dire, des usines de traitement des déchets. Quand on les enlève, eh bien, il y a moins de capacité de traitement des déchets et en tout cas, ça va être moins dans cette zone. Cette zone va avoir plutôt tendance à se congestionner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est favoriser la circulation de la lymphe avec de l'exercice, avec des plantes médicinales, avec des fruits, avec de l'exercice, alors, par ordre de priorité, avec de l'exercice, parce que c'est le mouvement qui fait fonctionner la lymphe, avec des fruits,
qui vont contenir des tanins, des substances astringentes qui vont faire bouger un petit peu tout ça, et accessoirement avec des plantes médicinales comme le gaillet gratteron, comme le fenugrec, hein, qui vont avoir cette astringence, qui vont faire bouger tous ces circuits lymphatiques. Ensuite, eh bien, la règle, c'est d'arrêter de surcharger. Et alors, particulièrement pour la sphère ORL, ce qui est très surchargeant, ce sont les produits laitiers pasteurisés. Voilà un petit peu comment faire. Alors, Marilène, bonjour Thierry, je voudrais avoir ton avis sur la phrase du professeur Joyeux. Quand j'ai trop de vitamine A, je peux développer une péliose hépatique qui fatigue fort tout l'organisme. Je l'ai observé chez une femme qui se gavait de kilos de carottes chaque semaine. Ce que je métabolise ou détruis, je sais décompenser l'insuline quand il y a trop venant du pancréas. Évidemment, je me sens concerné car je fais un demi-litre de jus de carotte par jour. Une péliose hépatique, c'est une inflammation des vaisseaux hépatiques, si je me souviens bien, une inflammation majeure. De toute façon, dans tous les cas, il y a un foie qui est extrêmement engorgé. Le professeur Joyeux est un médecin, donc il doit parler en connaissance de cause. Ça me paraît quand même extrêmement excessif. Je n'ai jamais vu pour ma part personne faire la moindre problème d'hépatite suite à la consommation de jus de carotte, surtout un demi-litre par jour. Entre nous soit dit, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais ça me paraît un petit peu limite comme propos. S'il l'a observé, il l'a observé. Ça, je pense qu'il ne ment pas. Mais c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà une forte déficience au niveau du foie, parce que je ne vois pas comment du jus de carotte pourrait amener à la congestion hépatique. Même le surapport en vitamine A, soi-disant, va être éliminé par les urines très facilement et ne va pas surcharger le foie. Personnellement, je pense que ça peut être un cas particulier, peut-être qu'il a observé, mais que c'est en aucun cas un risque quelconque. Et le nombre de personnes qui ont consommé plus d'un demi-litre de jus de carotte par jour, moi-même, pendant des périodes, j'en ai consommé beaucoup plus que ça, et sans aucune difficulté pour le foie. Au contraire, le jus de carotte nettoie énormément le foie, et le teint rosé que l'on peut voir chez certaines personnes la plupart du temps, il est lié à la bilirubine qui est libérée par le foie en période de nettoyage, et non pas à la couleur du jus de carotte. Parce que sinon, quand tu bois du jus de betterave, tu deviendrais violet, et quand tu bois du jus vert, tu deviendrais tout vert. Heureusement, c'est pas ce qui se passe. Je me fais des infusions de racines de réglisse, mais j'ai l'impression que cela me provoque de la rétention d'eau. Est-ce possible ou est-ce une vue de mon esprit? La racine de réglisse, on dit que c'est un petit peu hypertenseur, et effectivement, ça va favoriser la production d'aldostérone, mais ça devrait être... Ouais, ça va avoir un côté, effectivement. Si tu as j'imagine que c'est ça qui est en jeu. Si tu as une sphère surrénalienne qui est déjà pas trop faible, hein, ça va causer de l'hypertension. L'hypertension, c'est une augmentation du volume plasmique, du volume du sang, hein, en retenant de l'eau, liée en grande partie à une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Si tu stimules tes glandes surrénales, peut-être que tu les stimules trop avec tes infusions de réglisse, et qu'à ce moment-là, ça conduit à la production de trop d'aldostérone. Troisième et dernière question, connais-tu et que penses-tu du panela? Je ne connais pas. Il me semble que tu parlais du jus de canne et de ses bienfaits. Le panel est un sucre non chauffé qui me semble intéressant. Ouais, non, je ne connais pas du tout, désolé. Je ne suis pas habilité pour répondre. Alors, non, Kevin. Alors, bonjour, j'ai 18 ans et souffre de parasites ainsi que d'une candidose. C'est très dérangeant car depuis que j'ai fait les antibiotiques l'année dernière, j'ai la figure qui tire en permanence et qui est grandement fragilisée, cicatrise facilement, contrairement à avant. Mon acné a grandement diminué, voire presque disparu depuis une alimentation physiologique, mais le tirement de la peau persiste. Donc acidose. J'ai vu un docteur sur YouTube, Charles Kwang, qui prétend pouvoir guérir les parasites et candidoses avec des herbes. Par contre, c'est 4 000 $ pour tout le programme. J'ai déjà investi 1 100 $ sur ce programme et pour continuer, je devrais débourser encore. Mais j'hésite.
Qu'en pensez-vous? Car c'est très cher payé pour des herbal teas. Au moins, si je savais quelle plante prendre, je pourrais me débrouiller. Quelles sont les meilleures? Et pourriez-vous me dire qu'est-ce que vous pensez de ce docteur? Ah, j'en sais rien, je ne le connais pas. Sur YouTube, si vous regardiez quelques-unes de ses vidéos, pourriez savoir si ce qu'il dit est logique ou non. Merci. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un qui prétend guérir les parasites, ça ne veut rien dire. Il a peut-être des méthodes pour se débarrasser d'un parasitisme. Alors, un parasitisme, de toute façon, la première et seule méthode pour se débarrasser d'un parasitisme, c'est déjà bien de corriger le terrain qui a vu la nécessité de l'émergence de ce parasite. Et il n'y a pas de parasite s'il n'y a pas de déchets. Ensuite, si on est vraiment très handicapé par des parasites, il y a des plantes qui sont très actives pour ça, mais qui ne pourront jamais compenser la modification du terrain. Et c'est ce qui fait même qu'il y a des thérapeutes qui disent « mais lâchez-nous avec les plantes antiparasitaires, corrigez le terrain et tout se régulera ». Je suis à la fois d'accord avec eux et puis en même temps j'aime bien recourir à certaines plantes médicinales histoire de pouvoir hâter un petit peu le nettoyage. Mais il est certain que faire un nettoyage sans correction du terrain c'est vain parce que ça va revenir aussi sec. Les plantes c'est très facile à voir pour de l'antiparasitage. Si c'est pour du micro-parasite, c'est-à-dire de type candida, tu peux prendre de l'acide caprylique qu'il y a dans la graisse de coco. Tu peux prendre, j'ai un petit trou, acide caprylique, de l'ail, tu vas pouvoir prendre du lapacho, qui est une plante amérindienne, le lapacho très très actif. Voilà, j'ai un petit trou. Alors, acide caprylique, de l'ail, du lapacho, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Oh, j'ai fait plein de vidéos sur la candidose, il suffit d'aller voir, là je suis pas OP là pour les retrouver. Par contre, s'il s'agit de macro-parasites, de gros parasites, du style ver solitaire, ténia et ainsi de suite, je te conseille d'aller voir le protocole du docteur Hulda Clark, C-L-A-R-K, qui a mis au point un protocole très précis en utilisant de l'absinthe, des clous de girofle et de l'écorce de noyer noir. Il n'y a que 3 plantes en dose assez importante, ça va crescendo et je peux te dire que ça, en termes de macro-parasites, ça tape fort, ça tape très 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 fort. Ensuite, bon voilà, des programmes à 4000 $ pour se déparasiter, je reste très 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 sceptique. On n'a pas besoin de payer autant. Il y a un vrai business qui est fait autour des plantes médicinales, un business de la peur, un business de l'ignorance, je le sais. Et bon, moi, je pense qu'avec les éléments que tu as là, tu as vraiment tout pour te débarrasser toi-même de tes parasites, en sachant qu'il n'y a que la correction du terrain. Et si cette médecin n'insiste pas là-dessus, c'est vain. Bah, à la limite, c'est pas si intéressant que ça d'insister sur la correction du terrain, parce que si tu corriges pas le terrain, bah, des plantes médicinales, des herbal teas, il va t'en falloir ad vitam aeternam. C'est-à-dire que tu vas en prendre, tu vas en reprendre, parce que jamais ça sera réglé, jamais tu auras une petite rémission pendant 6-8 mois, puis après ça reviendra. Si tu corriges le terrain, c'est tranquille. Alors, hop, hop. Question de Lydia. Bonjour, je viens vers vous afin de trouver des réponses à mes questions. J'ai 25 ans et suite à un arrêt de la pilule il y a 3 mois, je me suis retrouvé sans cycle. Mon médecin m'a donc prescrit un bilan hormonologique avec un taux d'estradiol inférieur à 5 picogrammes par millilitre, FSH à 118, LH à 55,1, prolactine à 14. Mon médecin n'a jamais vu ça, il ne comprend pas, je suis en ménopause à 25 ans. Ben ouais, mais tu sais Lydia, t'es pas la seule. T'es pas la seule à être ménopausée à 25 ans. Cela veut dire que je ne peux pas avoir d'enfant, je suis désespéré de ne pas trouver de réponse à mes questions, j'espère que vous pourrez m'éclairer. Alors, dans l'état actuel des choses, effectivement, c'est impossible d'avoir des enfants avec une FSH et une LH aussi basse, l'hormone lutéinisante et l'hormone de stimulation folliculaire ne vont pas permettre la production normale de... Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit dans la maison. La production normale d'ovaires pour qu'ils puissent être fécondés. Ok, ça c'est le tableau maintenant. Tu as 25 ans, ça traduit un épuisement complet, global du système endocrinien. Il va s'agir de remonter ce système endocrinien. Remonter ce système endocrinien, tu verras sur ce site, il y a beaucoup de vidéos. C'est quelque chose qui est prégnant, qui va le devenir de plus en plus à notre époque. Parce qu'il y a énormément de produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui ont été placés dans l'alimentation et qui vont faire finalement que les jeunes générations sont de plus en plus faibles au niveau endocrinien. Et le système endocrinien, quelque part, c'est
le système qui manifeste sur le plan chimique la force du système nerveux. Entre système nerveux et système endocrinien, il y a un lien très ténu. C'est l'épuisement global. Tu es épuisé au niveau du système nerveux, épuisé au niveau du système endocrinien. C'est pas un constat qui enferme, c'est un constat qui invite à faire des réformes radicales dans le mode de vie. Réformes radicales de manière à changer d'alimentation et de mode de vie, de manière à favoriser la récupération, arrêter de dépenser énormément d'énergie à digérer des choses extrêmement complexes qui te taxent énormément d'énergie, alors qu'il y a une alimentation pour laquelle on est fait, qui est essentiellement basée sur les fruits et les légumes crus ou cuits. Et pour quand on a les intestins fragilisés, oui, maintenant je prends des précautions oratoires tout le temps maintenant. Et qui permettent d'optimiser l'énergie nerveuse pour l'organisme et l'énergie endocrinienne. Et ensuite d'utiliser des plantes dites adaptogènes, voir si ça ne marchait pas des extraits glandulaires qui vont permettre de remonter un petit peu tout le fonctionnement surrénalien, le fonctionnement endocrinien global et relancer la machine. Mais ça passe obligatoirement au préalable par des réformes alimentaires, des réformes du mode de vie, de manière à aller dans le sens du SMS, sommeil, massage, soleil, et relaxer. Donc utiliser des plantes légèrement sédatives du système nerveux pour pouvoir dormir enfin. Et tout cela va se mettre en place progressivement et au final, tu vas avoir un système endocrinien qui va avoir la chance de redémarrer. Après, est-ce qu'il va redémarrer ou pas? Ça va dépendre de jusqu'où tu es allé en termes d'épuisement. En tout cas, tu vas te placer dans les bonnes conditions pour pouvoir redémarrer. Alors, question de Gilles. Bonjour, avant de me poser ma question, je tiens au passage à témoigner de ma reconnaissance. Depuis que j'ai découvert Vivre Cru et tes vidéos, je n'ai plus la même vie, j'ai retrouvé bien-être et santé. Cela m'a aussi permis de me recadrer sur les vraies priorités, les essentiels, et me dirige progressivement sur le chemin de l'hygiénisme. Ma question, j'ai lu quelques articles concernant cet antioxydant qu'est le glutathion. Il est souvent présenté un peu comme une Rolls des compléments à usage thérapeutique et nutritionnel. Qu'en penses-tu? Alors, c'est un antioxydant, c'est un fabuleux antioxydant qui est stocké dans le foie principalement, qui est même synthétisé dans le foie. Le glutathion, il est synthétisé où? Mais non, s'il n'est pas synthétisé. Je sais qu'il est stocké dans le foie. Je te dis ça tout de suite. Alors, ouais, c'est dans le foie que ça se passe la synthèse. Ouais, c'est dans le foie que ça se passe. Il est stocké, il est... Alors, attends, je reprends ta question, le glutathion. Il est stocké, il est synthétisé dans le foie. Alors, le glutathion est un fabuleux antioxydant. La vitamine C est aussi un fabuleux antioxydant. La vitamine A est un fabuleux antioxydant. Le glutathion est un antioxydant qui est produit par le corps. D'ailleurs, c'est tout le principe de la thérapie Gerson avec les lavements au café. Par exemple, les lavements au café sont réputés pour stimuler la production de glutathion par le foie et produire énormément d'antioxydants. Le glutathion étant vraiment l'antioxydant majeur de l'organisme au niveau cellulaire. Après, est-ce qu'il faut aller en prendre venu de l'extérieur? Tu sais, c'est cette logique que plus c'est mieux. Mais des antioxydants, l'important pour moi, c'est d'en avoir une palette la plus large possible, c'est-à-dire en les prenant directement dans notre alimentation, donner au corps la capacité de produire des antioxydants comme le glutathion de manière adéquate, ça veut dire nettoyage hépatique, et pas tant aller chercher à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est bien ou mal de le prendre à l'extérieur. Personnellement, je n'ai pas envie de claquer de l'argent pour rien. Je sais que la priorité, c'est de permettre au corps de produire ces antioxydants et de les trouver dans l'alimentation. Ça me paraît essentiel. Ensuite, question de physiologie infantile. De Annick. Mon petit-fils qui aura 11 ans le 26 décembre prochain souffre d'un trouble important de croissance. Il mesure 1,34 m à 11 ans, ouais, il n'est pas très grand, pour 40 kg. Il est donc en plus en surpoids. Né prématuré, il a une croissance continue mais toujours située dans la limite inférieure de la courbe de préférence. Ses parents sont de taille moyenne, 1,80 m le papa, ouais, moyen, ça va. 1,60 m la maman, ouais, donc ils sont pas petits du tout. Sa souffrance morale est très grande car ses camarades de classe le dépassent d'une tête. Il est en 6e, j'imagine, ça va pas être drôle pour lui. Et je vous passe tous les noms d'oiseaux qui lui sont attribués. Il revient souvent de l'école en pleurant. D'accord.
Il est devenu le souffre-douleur d'un élève mal dans sa peau. Bref, nous souffrons en silence avec lui et ma fille culpabilise au point de n'avoir pas écouté son médecin qui voulait lui prescrire un arrêt de travail quand elle était enceinte. Ouais, je crois pas que... Thierry, je sollicite ton avis sur cette question qui me tient tant à cœur. Est-il possible de booster sa glande thyroïde? Ouais, mais si on parle en termes de croissance, c'est plus la glande pituitaire et tout le système endocrinien, hein, puisque c'est vraiment le système endocrinien, effectivement, via la glande pituitaire. En fait, la glande pituitaire, qui se trouve là, l'hypophyse, elle va donner l'information aux glandes ouvrières, on va dire, que sont les surrénales et la thyroïde. La thyroïde, elle va monter le feu, hein, c'est la glande du métabolisme, c'est elle qui va lancer pour que les matériaux se mettent en place, les structures se mettent en place de manière à produire de la matière et à créer de la croissance. Alors, j'ai conseillé à ma fille de faire mesurer le taux de TSH de son fils, car ici les problèmes d'hypothyroïdie consécutifs au manque d'iode sont, paraît-il, fréquents. Alors, je ne sais pas où tu habites, ce qu'elle va faire, et si ce problème est confirmé, ne serait-elle pas opportun qu'il prenne un mélange de plantes, glandes endocrines? Je pense que c'est bien. Dans quelle proportion? Ma fille a toujours eu peur, peut-être à tort, de l'hormone de croissance proposée par la médecine conventionnelle. Non, elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort. Les dégâts de l'hormone de croissance sont considérables, réellement considérables, parce que on booste des corps à croître alors qu'il n'y a pas les matériaux nécessaires pour le faire et il y a une espèce d'inadéquation et ça conduit à des gros problèmes de scoliose, de problèmes de douleurs dorsales et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que l'hormone de croissance soit la bonne idée. Booster son système endocrinien, ça pourrait être une très 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 bonne idée. En l'orientant vers un régime déjà fait de produits les plus naturels possibles et les moins transformés, en incluant une abondance de fruits et de végétaux. Mon petit-fils a bien compris l'importance de manger des fruits, ici il n'en mange que pas, mais pour les légumes c'est plus difficile, les McDo sont légion et séduisent tellement la jeunesse. Je comprends bien. Remarque de l'hormone de croissance, s'il mange McDo, il en prend, hein, parce que dans les bœufs, il va se choper de l'hormone de croissance. Ça vaut le coup quand même peut-être de voir un petit peu où il en est au niveau thyroïdien, c'est clair, ça pourrait expliquer quelque part tout le ralentissement du système pour expliquer qu'il soit petit et qu'il soit en surpoids, hein, ça c'est clair, c'est un signe fort, hein. Toutes les personnes qui sont en surpoids, c'est un signe fort de ralentissement thyroïdien. Par contre, les grands, maigres, tout secs, ce sont plutôt des hyperthyroïdiens, globalement. Après, il va falloir voir aussi qu'est-ce qui a causé cette faiblesse endocrinienne majeure à la base. Est-ce que c'est une intoxication quelconque? Tu me dis que ta fille... elle était technicienne en production aquacole, autant dire un métier d'homme où porter des charges lourdes, être en permanence dans l'eau et inhaler le chlore du laboratoire faisait partie de son quotidien. Est-ce qu'il y aurait une intoxication au chlore? À voir, il faudrait peut-être aller voir un médecin homéopathe pour faire une détoxination du chlore. À voir, bien que le chlore s'élimine de lui-même assez facilement, à partir du moment où on adopte une alimentation riche en légumes verts en particulier, en jus verts, hein, les jus verts, tout ce qui est à base de chlorophylle est excellent pour chélater un petit peu tous les produits toxiques. Donc voilà ce que je verrai, relancer le système endocrinien de manière assez majeure, et à partir de là, ça devrait redémarrer, ou pas, mais en tout cas, vous lui aurez donné les bonnes conditions pour que ça redémarre. Dyspraxie. J'ai cru comprendre que tu assimilais la dyspraxie et tous les dys à une dysbiose intestinale. Beaucoup d'enfants autour de moi sont en souffrance avec ces atteintes. Donc c'est une question d'Elisabeth. Beaucoup d'enfants autour de moi sont en souffrance avec ces atteintes, je sais, et de plus en plus. Dyspraxie, dysphasie. Peux-tu me donner, dyslexie, peux-tu me donner des précisions, surtout sur la dyspraxie très handicapante? Peut-on la guérir ou l'améliorer? Merci d'avance. Alors, je peux en témoigner, hein, parce que moi-même j'ai présenté des troubles de dyspraxie importants à une époque, fortement importants. Il y a eu des améliorations farouches et particulièrement des améliorations à partir du moment où j'ai travaillé sur mon biote intestinal. Ça va de mieux en mieux en mieux. Effectivement,
Et ça, c'est basé aussi beaucoup sur ce qui a été observé par Natasha Campbell avec les enfants qui étaient de type autiste. Elle a observé que les dyspraxies, les dyslexies, qui ne sont finalement que des troubles de fonctionnement du système nerveux central, eh bien, étaient liés, comme tous les troubles du système nerveux central globalement, eh bien, à des problèmes de dysbiose intestinale. Effectivement, à souvent un passage de toxines beaucoup trop important au travers d'une muqueuse intestinale qui est poreuse. Et à ce moment-là, eh bien, il y a énormément de toxines, d'endotoxines, qui sont libérées et qui viennent aller dans le milieu intérieur pour exciter le système nerveux et empêcher son fonctionnement normal. C'est un petit peu comme si le système nerveux était titillé en permanence et les enfants, ils s'en mêlent les pinceaux. Ils s'en mêlent les pinceaux. Il y a ceux qui n'arrivent pas à terminer une phrase sans sauter d'un truc à l'autre. Tu l'as remarqué un petit peu, ça m'arrive moi de temps en temps encore. C'est que dans la tête, ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse dans la tête et des fois, pam, ça saute d'une phrase à l'autre. Mais le phénomène s'est atténué énormément par rapport à ce que ça pouvait être avant. Et encore, je ne fais certainement pas tout pour. Je ne consacre pas assez de temps, assez d'attention finalement au fait de corriger mon biote intestinal. Je t'encourage à aller vers les travaux de Natasha Campbell à ce niveau-là pour la restauration du biote intestinal. Je pense que c'est certainement l'une des personnes qui a le plus d'expérience à notre époque. Même si ces solutions peuvent paraître surprenantes, il faut vraiment les considérer comme une solution artificielle, entre guillemets, à une situation artificielle, c'est-à-dire l'hyperperméabilité de l'intestin grêle. Je peux confirmer que l'on voit des améliorations avec son approche qui n'avaient jamais lieu si on se contentait de consommer des fruits et des légumes crus. Ça c'est clair, parce qu'il faut énormément de matières grasses pour reconstruire une muqueuse intestinale. Il faut pouvoir les encaisser, c'est ça la grande difficulté, mais c'est vraiment pensé comme un régime très ponctuel, très ponctuel, de manière à refaire la muqueuse intestinale, et puis après on passe à autre chose. C'est pas quelque chose à maintenir, je pense, sur du long terme, mais je t'encourage, oui, à faire des recherches là-dessus. La dyspraxie, la dyslexie sont liées à des perturbations par des neurotoxines du système nerveux globalement. Il semblerait aussi que l'acétaldéhyde produit par les candidats albicans participe énormément à ces phénomènes de dyspraxie et de dyslexie. Psyllium. Une question de Rally. Bonjour, j'ai commandé du psyllium, mais une question sans réponse m'empêche de le consommer. Le psyllium, une fois dans les intestins, va se gorger de tout ce qu'il trouve. Or, ne risque-t-il pas d'absorber les nutriments ou une partie des jus ou smoothies consommés par la suite? Il faut les prendre un peu à distance. Moi, je conseille de prendre le psyllium au petit matin, par exemple, ou le soir avant d'aller se coucher, un peu éloigné des repas. Effectivement, je ne pense pas que le risque soit important, mais bon, ça peut... Demande d'infos. Demande d'infos de Abderbash. Beaucoup prétendent que justement le crudivorisme est néfaste pour la santé. Beaucoup. Le crudivorisme est néfaste pour la santé. Il suffit d'aller voir dans le livre d'or le nombre de personnes qui ont souffert d'un changement incluant beaucoup plus de fruits et de légumes crus dans leur alimentation. Je crois que la balance, elle est quand même radicalement... On peut prétendre à peu près n'importe quoi. Alors que faire? Que faire? Essayer, et à ce moment-là, on voit. Beaucoup taxent Thierry de gourou qui cache sa maladie. Que croire? Ouais, effectivement, je vais de moins en moins bien sur les vidéos, ça se voit, je cache ma maladie. Je suis complètement comme ça, et puis, juste le temps des vidéos, je me force d'avoir une bonne tête. Ouais, mais tu sais... je vais te dire, on pourra te dire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que finalement, moi, j'ai pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que je dis réveille quelque chose en toi et est-ce que tu as envie d'aller expérimenter? Et à partir de ton expérience, est-ce que tu te seras forgé une conviction? Parce qu'effectivement, rien ne te dit que je ne me goinfre pas de pizza à longueur de temps. Enfin, si, sinon j'aurais des boutons, ça se verrait. Parce que alors, moi, le gluten et moi, ça fait deux. Rien ne te dit que je fais ce que je dis. Rien ne te dit que peut-être, effectivement, j'ai un cancer et personne ne le sait. J'ai le sida et personne ne le sait. Enfin, ça se verrait. Rien ne te dit. Rien ne te dit. On peut prétendre absolument n'importe quoi sur n'importe qui. La diffamation va bon train. C'est pour ça que j'ai toujours pris le parti, mais alors de ne pas répondre et de m'en moquer complètement, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec la diffamation et le mensonge. Moi, ce qui m'importe, c'est de donner envie d'essayer par toi-même. Parce que tu as un qui va te dire, il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Et puis finalement, tu vas pas t'en sortir. Le crudivorisme est néfaste pour la santé. Regarde les témoignages, fais l'expérience et tu vas voir.
C'est juste ce que j'ai envie de te dire. Et c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Alors, question de Farida. Une personne en fort surpoids avec beaucoup de tabagisme, 3 paquets par jour, peu d'exercice, travaillant beaucoup, donc stress et nervosité, et en plus avec des problèmes de libido. En l'occurrence, plus d'érection du tout. Par où commencer? Il y a tout qui est un peu en vrac. Hein. Problème de libido, ça veut dire qu'elle est épuisée. Problème de libido, pas d'érection, c'est juste que... la pile Wonder, elle est crevée. C'est juste ça, hein. Ça se dresse pas parce que la pile Wonder est crevée. Il faut pas aller chercher plus loin. Alors, tu auras beau balancer du ginseng, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, du bois bandé, et toutes les plantes que tu veux, ça va... Mais ça marchera pas. Hein. Il faut recharger la batterie. Il n'y aura que ce moyen. Dormir, se reposer, prendre le soleil, manger sainement. Enfin, je veux dire, ça paraît des truismes, mais pourtant c'est le seul moyen. Et c'est le seul moyen. Je vais faire une vidéo un de ces jours. Là. Si vous voulez assurer comme une bête de sexe, mangez des fruits et des légumes, prenez le soleil, reposez-vous. Et là, alors une personne en fort surpoids avec beaucoup de tabagisme, 3 paquets par jour, peu d'exercice. Par où commencer? Est-ce qu'elle a envie de commencer déjà? Si cette personne a envie de commencer, le premier truc que je ferai, c'est que dans son mode de vie, je rajouterai de l'exercice. C'est-à-dire que si elle va à son boulot en voiture, eh bien elle y va à vélo ou à pied ou je ne sais pas comment. Ou elle inclut du trampoline tous les jours, ainsi de suite. J'induirai de l'exercice et des jus de légumes. Voilà comment je commencerai. Après, je réfléchirai sur les poisons majeurs de l'organisme. Et puis petit à petit, je la ferai progresser. Je dirais que dans son cas, un jeûne à base de jus sera bienvenu pour nettoyer et nourrir plusieurs organes de son corps. Ouais, si elle est pléthorique, elle peut le faire. Attention, hein, parce que ça peut être violent pour certaines personnes, surtout si elles ont le système nerveux un peu fatigué. Mais ce qui peut être intéressant, ce sera dans ce cas la variété des jus à faire, car plusieurs problèmes en même temps. Ouais, c'est vrai qu'avec les jus, tu fais pas mal de légumes, c'est pas mal, à voir. Je connais un couple dans mon entourage qui a des problèmes de stérilité masculine sévère ou même la fécondation in vitro ne pourra rien faire, avis des médecins bien sûr. Cet homme a pris beaucoup d'antibiotiques car on retrouve chez lui une infection bactérienne qui ne s'en va pas et ses spermatozoïdes sont faibles en quantité et aussi pratiquement pas mobiles. Je te précise aussi qu'il est fumeur raisonnable, environ 1,5 paquet, même si pour le corps c'est énorme. Ah ouais, parce que fumeur raisonnable, je vais te dire, hein, même une demi-cigarette, c'est pas raisonnable pour le corps. Hein. Même une demi-cigarette par an, c'est pas raisonnable pour le corps. Que faire pour nettoyer son corps et aussi régénérer ses organes sexuels de sorte à avoir plus de sperme et de meilleure qualité? Là, c'est globalement nettoyage complet de l'organisme. Hein. On ne peut pas cibler. Hein. Sa femme a par contre beaucoup de kystes sur les ovaires et ne s'en sort pas avec le traitement à la pilule. Ouais, mais ça c'est... On est dans des situations d'engorgement global. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine. Dans des cas comme ça, il faut viser régénération surrénalienne, hein, donc de la batterie du corps, et nettoyage global, restauration du biotope intestinal, et déjà, ça va décrasser, et puis après on verra. Hein. Est-ce que les fameuses poignées d'amour autour du ventre sont un signe que les intestins magasinent des déchets, ou que le corps emmagasine des déchets globalement, sous forme de graisse, et donc besoin de détoxiner les intestins pour casser les graisses? Les intestins, besoin de détoxiner tous les corps, c'est des stockages. Hein. Tout ce que tu manges, que tu ne peux pas utiliser, hop, le corps le met de côté, ici. Il le met ici, côté, ici, et puis ça fait des petits poignées d'amour. Tu rigoles, poignées d'amour. Poignées d'amour, c'est des sacs à toxines, oui. Que faire en priorité dans des cas d'anémie sévère et donc fatigue intense? Alors, c'est comme si l'anémie induisait la fatigue. Et anémie et fatigue, ça fonctionne main dans la main. Quand il y a anémie, alors soit c'est par défaut d'apport, mais c'est très très rare, soit la plupart du temps c'est parce qu'il y a une candidose bien cognée, ou un défaut de perméabilité intestinale, une dysbiose intestinale qui va faire que le fer de l'alimentation ne peut pas passer dans le milieu intérieur. Il est utilisé par des bactéries pathogènes qui s'en alimentent littéralement et qui le phagocytent à tes dépens. Fatigue intense, fatigue chronique qui va être induite par cette carence de fer, mais qui va être la cause aussi de cette carence de fer, la fatigue induisant des stagnations, des congestions, des dysbioses. C'est le fameux espèce de cercle vicieux entre fatigue et dysbiose intestinale que j'ai déjà présenté de nombreuses fois. Et qui de la poule ou l'œuf, on ne sait pas trop, mais au final, c'est les deux qu'il faut traiter en même temps. Donc que faire en priorité dans les cas d'anémie sévère? Restaurer le milieu intestinal et soutenir les glandes surrénales.
Les maladies telles que l'arthrite, traitées sous cortisone, que faire pour ne plus en avoir besoin? Alcaliniser, 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 alcaliniser. Apporter une surabondance de minéraux parce que l'être est un être, les êtres humains sont des êtres minéraux et qu'on est en carence minérale. C'est même incroyable qu'on puisse tenir encore debout avec les faibles quantités de minéraux. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça saura répondre à tes questions. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce petit question-réponse. On a encore quelques questions qui attendent. Je vais enchaîner dès demain matin avec une nouvelle série de questions-réponses. On va essayer de ne pas les faire trop longues. Là, on est en plein terrain incognita. Je sais que ça fait beaucoup de vidéos. Pour moi aussi, rassurez-vous. Mais c'est une aventure absolument fabuleuse. Je vous remercie. Je lis tous les commentaires. Je ne peux pas y répondre, mais je lis tous les commentaires que je vois. Je vous remercie vraiment pour ce mouvement fort, cet engagement qui est partagé par tout le monde. Qui est vraiment absolument extraordinaire. C'est vraiment une grande joie. D'ailleurs, allez, il ne faut pas le faire ça, mais je fais un prime time. Je m'étais promis de ne pas le faire, mais celui-là il est presque certain. Enfin, il est certain maintenant. On est de plus en plus nombreux à être sur ce chemin-là. C'est absolument extraordinaire. On voit un petit peu les vidéos, tous les témoignages qu'il y a autour. Les 4 ans de Vivre Cru Régénère. Vivre Cru n'existe pas. Vivre Cru, c'est juste le nom d'un site internet. Quand on me demande, non, l'association s'appelle Régénère et le site va s'appeler Régénère d'ici quelques jours. D'ici une semaine, normalement. Mais ça, c'est une surprise. Les 4 ans, ça sera le 13 février 2015. Le 13 février 2011, pour la première fois, je prenais une vidéo. Et puis, bonjour, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Ça a commencé sur un marché de Chiang Mai. Et il se trouve qu'à cette époque-là, le 13, 14, 15, on sera à Paris pour donner un séminaire, une formation, dont je vais vous parler aussi, qui sera indiquée à la fin de la semaine. Et donc, on s'est dit que ça serait une belle occasion de faire un gros gala, conférence. On va inviter pas mal de monde et on vous invite à vous. Ça se passera à l'espace Charenton, à Paris. On va chez les Parisiens, on monte à la capitale, c'est là-bas que ça se passe, le stage, et donc on fera ce grand gala à l'espace Charenton, entrée libre, comme d'habitude. On a prévu beaucoup de places pour que beaucoup de monde puisse rentrer, donc ça risque d'être très joyeux. Je vous en parlerai un peu plus abondamment à partir de janvier, mais on va fêter ça, on va fêter, on va cueillir les fruits de ce terrain incognita un petit peu tous ensemble. En attendant, vraiment, je souhaite à chacun d'entre vous, non pas d'être le jouet des avis multiples qui peuvent circuler de ci, de là, des opinions, des avis des moi j'aime pas, moi j'aime ci, moi un tel a dit ça, un tel a dit ça. On s'en fiche, c'est qu'est-ce que toi tu as expérimenté. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour expérimenter. Alors, bonne expérimentation, bonne régénération et bonne terra incognita.